questions, orientations, commentaires. Et ensuite, ils auront l'occasion de répondre à vos questions et j'espère qu'on va pouvoir clôturer à temps. Le premier intervenant est Martha Simplici, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, chargée d'évaluation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a 15 ans d'expérience professionnelle dans le domaine, qui a une trentaine d'évaluations conduites dans les secteurs de l'éducation, de l'emploi, la formation professionnelle, qui a été responsable de programmes de plaidoyer de renforcement des capacités au Maghreb, en Turquie et au Moyen-Orient, et qui travaille notamment sur la prise en compte des thématiques transversales, notamment l'inclusion des jeunes et du genre. Et donc, pour son intervention, vous aviez une expérience de mise en place de communautés de pratique. La question que nous aimerions que vous répondre, c'est d'abord comment se manifeste le besoin de mise en place des communautés de pratique. Qu'est-ce que vous avez appris de l'expérience que vous aviez vécue et qu'est-ce qu'on peut retenir comme élément à éviter ou leçon apprise de cette expérience-là? Tous. Pour répondre à la question que tu évoquais sur les besoins, tout d'abord, d'où je parle donc de la cellule évaluation du ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères de France, qui se trouve dans un pôle qui s'appelle évaluation et performance, qui est dirigé par Anaïs. Nous avons à la fois des besoins que nous ressentons au niveau de notre cellule évaluation, mais également des besoins qui sont ressentis au niveau des ambassades qui peuvent mettre en place des projets via des subventions pour notamment soutenir la société civile localement ou des opérateurs partenaires locaux. Donc forcément les besoins sont différents. Les besoins à notre échelle centrale, c'est tout d'abord déjà d'appuyer nos ambassades pour la bonne construction de ces projets, l'évaluabilité. Ensuite, les appuyer aussi dans la recherche d'évaluateurs externes, parce que les ambassades ne s'évaluent pas elles-mêmes, toutes seules. Et ensuite aussi, généralement, pour tout type de besoin, renouveler notre recensement d'experts évaluateurs qu'on essaye d'avoir et diversifier de plus en plus. Côté ambassade, il y a tout d'abord le besoin d'identifier ces évaluateurs experts et ce qui est le plus souhaitable, c'est que ces évaluateurs experts soient disponibles localement. Mais cette identification n'est pas si simple que ça. En ambassade, on a certes des compétences métiers, thématiques importantes, il y a certes cette mise en place de projets, mais il n'y a pas forcément l'expertise évaluation. Donc s'ouvrir au monde des évaluateurs, aller chercher des bons évaluateurs, savoir diffuser les thèmes des références, de l'appel d'offres au bon moment, dans les bons canaux, c'est une vraie question. Donc ça reste très hétérogène et nous on est là pour justement appuyer, essayer d'harmoniser ces pratiques. Mais c'est clairement un autre défi supplémentaire, le fait que le staff tourne assez régulièrement dans les ambassades, comme souvent dans les administrations. Et ce turnover ne facilite pas forcément une mémoire institutionnelle qui fait que voilà, on arrive à établir des relations de long terme avec des experts locaux. Donc c'est bien ça actuellement les besoins. Après, il se rajoute deux types de besoins. Celui qui concerne vraiment la thématique du besoin. Comme les projets soutenus, subventionnés peuvent concerner plusieurs thématiques, il y en a, on a des besoins en évaluation qui sont plutôt récurrents sur des projets du style soutien aux projets de lutte contre les violences faites aux femmes, ou sur le plaidoyer de la société civile, sur les droits des enfants. Mais il y a aussi des thématiques qui sont beaucoup plus spécifiques, plus ponctuelles et qui exigent une expertise plus pointue. Gestion des ressources hydriques, recherche universitaire en matière de santé, voilà, pour en citer certaines, les forêts, etc. Donc ces types d'expertise sont pour nous importants, à la fois le critère un peu géographique, si j'ose dire, contexte local, pour une expertise locale, et également une expertise thématique suffisante pour nous accompagner avec des évaluations de qualité. Ensuite, il se pose la question de comment est-ce qu'on s'y prend, parce que ça a l'air compliqué. Aujourd'hui, et ça me permet de remercier le RFE, on s'appuie sous le RFE pour la diffusion de ces appels à projets, ces appels d'offres, pardon,
mais également sous la FREA, de plus en plus récemment. Et ce type de soutien est absolument important pour nous. Néanmoins, voilà, on a effectivement des exemples, des leçons à partager en matière plutôt de ce qu'il faut pas faire. Parce que tu demandais des exemples peut-être marquants, réussis de communautés de pratique. Or, je n'ai pas forcément à vous présenter des expériences réussies en termes de construction, consolidation d'une communauté de pratique. Alors, il y en a une qui est très bonne, qui s'appelle le F3E en France, qui est une association qui favorise la mise en relation de commanditaires, collectivités territoriales, évaluateurs. Mais je ne vais pas vous en parler. Ils ont un site bien fait avec plein de ressources et publications, d'ailleurs, qui sont intéressantes. Vous n'avez qu'à consulter leur site directement. En revanche, en regardant un peu les archives du ministère, cette cellule, c'était, alors à l'époque, évidemment, c'était une autre organisation, un autre organigramme, mais la cellule des collègues précédemment, il y a longtemps, ça fait une dizaine d'années à peu près. Les enseignements restent toujours valables, c'est pour ça que je me permets de vous les expliciter ici. Ont essayé de venir renforcer les capacités des évaluateurs locaux. Mais c'est une expérience qui n'a pas réussi, qui avait pour ambition de toucher plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. En réalité, les formations recherche-action se sont déroulées uniquement dans 3 pays, Kenya, Togo et Rwanda. Donc concrètement, c'est un exemple pour nous important à retenir sur les enseignements qu'apportent en termes d'échecs. Nous n'avons pas pour vocation aujourd'hui de refaire et de se relancer dans ce type d'initiative parce que justement d'autres initiatives se montent et c'est bien plus intéressant. Mais du coup, pour CLIAR francophone et pour d'autres types d'initiatives COP, voici les éléments essentiels à retenir de ces enseignements. Tout d'abord, à l'époque, ce projet s'était limité trop à une stratégie d'offre et pas assez sur la demande d'évaluation des acteurs nationaux, ce soit l'administration, mais aussi les collectivités territoriales ou les organisations de la société civile. Donc on était dans un contexte, ça je le répète, c'était entre 2009 et 2012, où ces processus d'institutionnalisation qu'on a écoutés ces jours-ci n'étaient pas encore en marche. Ensuite, l'autre enseignement, c'est qu'il ne faut pas oublier de faire de la pédagogie par rapport à l'intérêt à développer une dimension partenariale de l'évaluation, parce que ça ne va pas de soi. Les évaluateurs comme les commanditaires n'ont pas forcément vocation à travailler ensemble ou partager des pratiques et des bonnes expériences tout le temps. Des évaluateurs peuvent être en concurrence, soit un marché concurrentiel, les commanditaires peuvent avoir leur agenda et qui n'ont pas envie forcément de partager. Donc cette dimension partenariale est alimentée parce qu'elle ne va pas de soi. Et ensuite, s'inscrire dans le temps long aussi, parce qu'il faut concevoir des modèles qui puissent tenir sur la durée. Rien de pire que justement des efforts aussi de saupoudrage, comme ce projet en question, qui n'ont pas du tout tenu sur la durée, notamment en raison des turnovers des équipes et des restrictions budgétaires. Et enfin, investir les relais individuels. Parce qu'au sein des organisations, même peut-être certaines réticentes ou encore un peu un retard sur le processus, il peut y avoir quand même des relais individuels importants. À l'époque, dans ce projet, typiquement, il y avait certains services d'action culturelle dans les ambassades qui étaient particulièrement réticents à s'engager, à se mobiliser sur ce sujet. Par contre, il y a eu des volontaires internationaux qui, eux, avaient une expertise en évaluation, qui avaient cette appétence. Et c'est d'ailleurs la seule raison qui explique pourquoi il y a eu au moins 3 pays qui ont réussi à mettre en place ces formations-actions, grâce à ces relais individuels. Je termine juste pour dire quelques mots sur les suites en fait, et les perspectives, parce que pour nous, donc, qui n'avons pas vocation à mettre en place des communautés pratiques, surtout à l'extérieur, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur des communautés pratiques existantes, les encourager. Et le ministère des Affaires étrangères tient beaucoup à soutenir ces processus d'institutionnalisation et également le renforcement des capacités des évaluateurs locaux. Donc on sera très content de suivre de près l'évolution de la forme que ça va prendre cette expérience de CLIAR francophone. Et sans oublier qu'il n'y a pas forcément des fois besoin de livrables très compliqués ou de productions très complexes et théoriques.
mais que tout simplement la mise en relation, le partage de coordonnées au bon moment, pour qu'on puisse effectivement faire matcher, comme on dit en anglais, la commande et l'offre, sont particulièrement utiles, surtout pour nous qui essayons donc de diversifier le recensement des expertises d'évaluation locale, pour davantage s'appuyer sur des expertises d'évaluation locale et nationale. Et donc pour finir, je voudrais juste dire qu'il y a des communautés de pratique, certes, qui vont se développer au niveau national, au niveau régional, mais cela n'empêche que ça ne doit pas être exclusif et que la complémentarité avec ce type de forum plutôt international est extrêmement bénéfique. Je trouve que d'ailleurs c'est l'occasion de remercier les organisateurs parce que j'ai eu à échanger des perspectives et des points de vue que je n'ai jamais rencontrés dans d'autres enceintes internationales liées à l'évaluation. Donc la richesse de ce FIF qui s'est tenu ici à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, est particulièrement riche et utile pour la suite. Donc je vous remercie pour cette édition et pour cette richesse. Et donc je souhaite que ça puisse continuer aussi en combinant communauté de pratique au niveau local et puis régional et international. Merci beaucoup pour ces idées. Et vous avez mentionné la nécessité de la complémentarité des communautés de pratique au niveau local, mais bien articulées pour faciliter les échanges au niveau international. Et je pense que c'est un élément très important que nous devons retenir pour la suite lorsque nous parlons de comment structurer ces communautés de pratique. Je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une expérience qui est en train d'être mise en place, qui mérite cette discussion. Et comme nous sommes en Côte d'Ivoire, je me suis permis d'abord de donner la parole à votre hôte, étant donné que c'est un pays d'accueil. Et ensuite, nous aimerions bien vous écouter, M. Ndia. Donc, M. Ndia est directeur du contrôle, du suivi et de l'évaluation au ministère de l'économie, du plan et du développement de la Côte d'Ivoire depuis 2017. Il est membre du réseau ivoirien de suivi et évaluation qui organise le FIF. Il a plus de 20 ans d'expérience en matière de planification, de suivi et évaluation. Un des acteurs clés de l'institutionnalisation de l'évaluation et de la promotion de la culture évaluation en Côte d'Ivoire. C'est une personnalité que nous ne présentons plus normalement. Je lui tends le micro. Merci pour... juste pour présenter un peu le cas de la Côte d'Ivoire, il faut dire que depuis le début des années d'indépendance, on a une planification, on a une tradition de planification. C'est-à-dire qu'on a vraiment planifié le développement. Il nous reste pour la chaîne de planification l'évaluation qui constitue un peu, je dirais, le maillon faible de cette chaîne de planification. Et donc, le déclencheur même, je dirais, de l'évaluation a été la constitutionnalisation de cette évaluation. Parce que depuis 2016, l'évaluation est inscrite comme étant une des missions du Parlement. Et donc, ça a été le déclencheur, au point que les réflexions ont commencé à être menées. C'est vrai qu'il existait déjà le RIS qui organise cette activité, qui a été créée depuis 2005. Et ensuite, il y a eu d'autres réseaux, notamment Deuxiéval. Les femmes même ont également des réseaux. Il y a Eval Women, il y a Rifival pour le cas de notre pays. Donc pour dire qu'on a quand même un écosystème qui permet véritablement de parler d'évaluation. Et ces réseaux, par exemple, engrangent et prennent pour partie prenante les ministères, les institutions, le pouvoir exécutif, les organisations de la société civile. Tout le monde s'y retrouve plus ou moins, je dirais, dans ces différents réseaux. Mais le déclencheur qui est la Constitution, et surtout pour l'élaboration de la loi sur l'évaluation des politiques publiques, je pense qu'hier on a distribué
cette loi à l'ensemble de tous ceux qui sont participants. En son article 20, il est demandé qu'on puisse prendre un décret pour mettre en place les modalités de participation de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème de l'évaluation. Et ça également, c'est un élément important. C'est pour cette raison que dans notre pays, nous avons élaboré un décret. Nous avons un projet de décret, comme ça n'a pas encore été adopté en Conseil des ministres. Nous avons un projet de décret qui va, je dirais, un peu systématiser, je dirais, une communauté de pratiques qui nous permettra justement de pouvoir nous permettre de mieux promouvoir l'évaluation. Donc, ce décret, à l'intérieur, nous avons un certain nombre d'articles qui nous permettent véritablement de pouvoir promouvoir cette, je dirais, instituer certaines activités, notamment des programmes de renforcement de capacités inclusifs, donc faire en sorte qu'on puisse avoir aujourd'hui des évaluateurs, puisque c'est un des éléments importants. Nous avons également un renforcement des dispositifs de formation, donc faire en sorte qu'on puisse vraiment former un pool d'experts qui va procéder à l'évaluation des politiques publiques, déjà avec l'AFD et JIPAL. Nous l'avons dit hier, il y a un mémorandum stratégique qui a été signé, qui aujourd'hui forme des experts en évaluation d'impact. Et nous sommes à notre 4e cohorte, donc pour dire qu'il y a un certain nombre d'évaluateurs qui sont formés en évaluation des politiques, en évaluation d'impact des politiques publiques. Et donc, à la suite de ça, nous avons mis en place aussi une politique nationale de l'évaluation. C'est vrai qu'elle n'est pas encore validée. Nous avons un guide d'évaluation des politiques publiques et nous bénéficions, je dirais, de l'assistance de plieurs francophones pour affiner ces différents documents pour nous permettre justement de pouvoir ensuite avoir une vue plus large sur l'évaluation des politiques publiques. Nous avons également des activités périodiques d'échange sur les questions d'évaluation que nous devons pouvoir réaliser et surtout mettre en place un cadre de concertation. Donc, mais tout cela pourra ne se faire seulement que quand on aura mis en place la communauté de pratique. On a quelques défis et l'un des défis, c'est vraiment le financement. Comment va être financée, par exemple, cette communauté? Parce que n'oublions pas que les réseaux qui existent, ce sont les membres qui alimentent les budgets de ces réseaux. Ce n'est pas toujours facile. Le RIS vous en parlera, dira que ce n'est pas facile d'avoir, par exemple, les cotisations annuelles des membres. Et donc, pour ce faire, au niveau de la loi que nous avons votée, en son article 57, c'est vraiment de mettre en place un fonds pour l'évaluation des politiques publiques. Ce fonds sera normalement géré par le ministère en charge du plan et du développement. Et on verra, puisqu'il faut qu'on puisse avoir pour l'évaluation des politiques publiques un suivi citoyen, notamment avec les différents réseaux qui existent. Donc il y a vraiment un souci de financement. Pour l'instant, nous n'avons pas encore mis en place ce fonds. Il y a un décret également qui a été élaboré, donc qui a été transmis au secrétariat général du gouvernement. Ça n'a pas encore été enrôlé pour le Conseil des ministres, mais on pense que ça devrait pouvoir se faire incessamment. Donc, le deuxième défi, c'est ça, c'est vraiment de faire en sorte que nous puissions avoir les deux décrets. Le décret sur la mise en place du fonds pour l'évaluation des politiques publiques, le décret sur les modalités et les conditions de participation de l'ensemble des parties prenantes à l'écosystème. Nous avons également tout ce qui concerne, on l'a dit, la validation de la politique nationale d'évaluation,
Nous avons également, il faut pouvoir aussi légitimer et harmoniser les pratiques d'évaluation qui sont menées. Et nous avons en chantier, avec l'AFD et Clear francophone, la mise en place d'une base de données de gestion des connaissances qui nous permettrait justement de pouvoir capitaliser toutes les leçons et les bonnes pratiques en matière d'évaluation. Donc voilà un peu quelques éléments que j'avais à avancer. Certainement qu'au cours des échanges, on pourra aller un peu plus. Merci. Merci. Qui se font. Et vous l'avez mentionné dans le cadre aussi du partenariat avec l'AFD. Je crois que ça a été aussi mentionné hier. Et c'est l'occasion pour moi d'interpeller Adrien, qui est chargé d'évaluation au département évaluation et apprentissage de l'AFD, qui a travaillé notamment en tant qu'expert dans différents bureaux d'études et à l'OCDE et qui est spécialiste en évaluation d'impact. Il y a une expérience, comme ça a été dit tout à l'heure, d'accompagnement de l'AFD dans la mise en place, dans l'institutionnalisation et dans la mise en place des communautés de pratique au niveau de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que le besoin d'accompagner ce processus-là s'est manifesté au niveau de l'AFD? Comment vous pensez la place de la communauté de pratique dans l'écosystème des acteurs de l'évaluation au niveau national? Quelles sont les perspectives de l'AFD autour de ces éléments-là? Tout d'abord, toutes mes excuses pour l'arrivée tardive. Merci de me donner l'opportunité de réagir sur cette communauté de pratique qui est un des aspects fondamentaux justement du partenariat avec le ministère du Plan et qui en fait qui a émergé justement des besoins qui étaient mentionnés. Je pense que d'un point de vue de département de l'évaluation et d'apprentissage, on partage un grand nombre de besoins qui ont été mentionnés par Martha auparavant sur le fait de pouvoir s'appuyer davantage sur tous les réseaux d'évaluateurs et les capacités d'évaluation qui existent dans les pays. Et une des approches qui était privilégiée du coup à travers ce partenariat, c'était un peu de décentraliser la création et le développement de cette mobilisation en essayant de faire en sorte qu'elle soit du coup basée au niveau du ministère du Plan, qui était en charge justement de mobiliser toutes ces personnes-là et de faire les relations. Donc ça a été le premier élément un peu qui a vraiment motivé en fait le fait de s'appuyer sur une communauté de pratique. Ensuite, je pense qu'il y a une expérience que je voudrais partager sur les défis qu'on a eu aussi pour lancer des évaluations et sur ce qu'on a constaté en fait sur les contraintes de pouvoir lancer des évaluations sur différents secteurs. C'était le fait que, bien que le ministère du Plan, lui, soit très bien connecté avec tous les réseaux d'évaluateurs, tout ce qui existe, en fait, quand les ministères sectoriels sont amenés à lancer des évaluations, les liens sont peut-être beaucoup moins forts, ou en tout cas, c'est ce qu'on a ressenti. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas de figure où on avait des appels à manifestation d'intérêt qui n'étaient pas en fait forcément diffusés à tout le monde, à tous les évaluateurs et aux réseaux qui existaient. Et donc un des enjeux, c'était aussi de vraiment s'assurer qu'il y ait une dissémination de l'information sur ces aspects-là qui soit plus forte et que du coup que les ministères sectoriels puissent s'appuyer sur cette communauté de pratique et participer à ça avec une animation et un leadership qui soit au niveau du ministère du Plan. Donc c'était un des premiers enjeux et je pense que ça, et au-delà de... Je pense qu'il y a, sur les communautés de pratique, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes sur le fait de partager des expériences, se former, se professionnaliser à travers même ces conférences et ces rencontres et sur cette plateforme. Il y avait un besoin un peu spécifique qui a été mentionné auparavant sur le fait de pouvoir aussi utiliser ça comme une plateforme de centralisation des évaluations et que ça soit aussi un lieu qui soit non seulement une communauté de pratique, mais que peut-être même au départ un endroit où on centralise un peu toutes les connaissances et toutes les évaluations qui étaient réalisées, qui existent. Et donc du coup, là, c'est aussi des défis à faire en sorte que ça ne soit pas en compétition avec d'autres plateformes qui existent, mais de s'assurer que toutes les plateformes puissent être alimentées les unes envers les autres. Et un point qui est clé aussi, mais qui est peut-être un peu moins souvent
mis en avant, je pense que dans les comités de pratique, et qui est vraiment aussi une chose qui peut arriver quand on est un peu commanditaire des évaluations, ou en accompagnement des évaluations, c'est le fait de pouvoir dialoguer avec du coup les praticiens et les commanditaires, et ça a été aussi mentionné avant, sur énormément d'aspects de l'évaluation qui ne sont pas forcément d'ailleurs sur les méthodologies, mais ça peut être sur... c'est un lieu de rencontre et de discussion entre à la fois sur la pratique, sur les appels d'offres, sur la manière dont il faut faire des TDR, quelles sont les attentes d'un point de vue d'un commanditaire sur les compétences. On a bien remarqué qu'en fait, parfois, il y a énormément d'évaluations pour lesquelles on n'a pas de personnes qui répondent, simplement parce qu'en fait, on a mal conçu les manières de sélectionner, au-delà même de la dissémination. Et donc, en fait, avoir un espace où, en fait, c'est de discussion sur ces aspects-là, c'est aussi un point qui est important. Et en fait, c'est aussi une expérience qu'on avait eue au sein du département de l'évaluation à l'AFD, où on avait conduit un atelier avec les différents bureaux d'études qui conduisent l'évaluation, et justement pour discuter de ça. Donc il y avait une dimension un peu descendante qui était quelles sont les priorités de l'AFD, quels sont les contours de la nouvelle politique d'évaluation, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on voudrait développer. Mais il y avait aussi du coup l'autre côté, le retour, c'est-à-dire qu'est-ce que les bureaux d'études reprochent à l'AFD sur la manière de faire. Alors évidemment, les budgets et les attentes sont trop élevées, ça c'est clair, mais ça sera toujours le cas. Mais aussi des choses beaucoup plus précises sur, par exemple, pas avoir assez de liberté dans la manière de proposer les méthodologies. Donc je pense que ça résonne aussi assez bien avec la question de la complexité et c'est-à-dire qu'on était très prescriptif dans les TDR, par exemple, sur ce qu'il fallait faire, comment, à quelle date, et qu'on n'en laissait pas forcément suffisamment de liberté au bureau d'études pour proposer, pour innover, pour même avoir un droit à l'erreur aussi. Donc comment on réfléchit à la manière de faire des contrats où en fait on peut tester des choses, et puis bon, si ça ne fonctionne pas, on abandonne, mais c'était prévu à l'avance, qui permet d'être un peu plus, subtil sur la manière dont on fait les évaluations et d'avancer dans la pratique. Merci beaucoup. Il ressort essentiellement que la communauté de pratique s'impose aujourd'hui dans un contexte où on cherche à renforcer la localisation de l'évaluation, le Made in Africa Evaluation. Donc, en fait, ça coïncide très bien avec les expressions de souveraineté ou de plus de prise en compte du contexte dans les évaluations. Donc ça, il me semble que c'est un élément très important que vous aviez mentionné. Et donc, ces communautés de pratique peuvent servir de lieu et de place de discussion entre les commanditaires et les offreurs d'évaluation. On a entendu un certain nombre de besoins. Nous avions le privilège d'avoir aussi, en plus de l'AFD, Cécilia Decker, qui est évaluatrice spéciale de la coopération au développement au service public fédéral Affaires étrangères de la Belgique, qui est aussi actuellement vice-président du réseau Evalnet au comité d'aide au développement de l'OCDE, qui nous vient avec plus de 20 ans d'expérience dans la réalisation d'évaluations de politique publique. Donc, de votre expérience d'évaluateur et en même temps de personnes engagées dans la promotion de l'évaluation et commanditaires d'évaluation, comment est-ce que vous sentez le besoin au niveau des communautés de pratique et quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler à cet endroit? Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Alors, effectivement, nous, donc on a un service d'évaluation qui met en œuvre des évaluations, mais donc on s'est rendu compte aussi de la nécessité d'un renforcement des capacités en évaluation et quelque part de nous rapprocher en fait à la fois d'experts potentiels dans les pays dans lesquels on travaille avec la coopération. Et quand je dis experts, c'est des académiques, c'est des autorités, c'est la société civile. Et donc, pour ce faire, on a en fait un partenariat avec l'université d'Anvers. Et on a mis... alors, tout se fait en anglais, justement. Et donc, on voudrait...
c'est aussi pour ça qu'on essaye d'être présent aussi dans le réseau francophone, parce qu'on voudrait aussi créer des pendants du côté francophone. Mais donc là, parfois, il y a aussi enfin, comme ça touche aux pays dans lesquels on travaille, il y a beaucoup de pays francophones, mais donc ils viennent aussi suivre les formations en anglais. Et le focus, en fait, est mis sur le renforcement des sociétés nationales d'évaluation. Donc c'est 2 à 3 personnes par pays qui viennent à Anvers et qui travaillent sur la question du réseau national d'évaluation, comment le renforcer, quels sont les points forts, points faibles. Et donc pendant 2 semaines, en fait, ils travaillent à ces questions. Donc au début, on a avancé dans cette logique-là, et puis on s'est dit, mais en fait, ce serait intéressant aussi de rapprocher notre démarche de commanditaire d'évaluation à quelque part, parce qu'au fil des années, il y a des alumni, etc. Donc ça crée une communauté de pratique. Et donc ce qu'on a initié, c'est en fait un dialogue avec eux sur... donc on a eu trois questions. C'est en fait comment mieux impliquer les autorités et la société civile dans les pays partenaires, comment ceux-ci pourraient être mieux impliqués dans nos propres évaluations, comment on peut mieux valoriser l'expertise locale, et aussi la question de la participation des bénéficiaires finaux. Donc on a eu ce dialogue avec eux, on a eu avec une première session, puis on a eu une deuxième session où on a élargi aussi en invitant des responsables suivi évaluation des ONG belges, des NABEL aussi, pour créer vraiment ce dialogue. Et pour chercher un peu quels sont les défis, les obstacles. Alors bon, en fait, un obstacle assez essentiel pour participer, par exemple, à nos évaluations, c'est par exemple les marchés publics qui sont assez lourds sur le plan administratif aussi. En fait, actuellement, on travaille souvent avec des bureaux qui eux-mêmes s'associent à des experts. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est avec le parallèle avec ces communautés de pratique, et en fait, ils ont aussi développé un réseau en ligne, donc qui s'appelle Communiteur Plus, et donc il y a des ateliers de façon régulière sur différents sujets qui touchent à fragilité, à l'intelligence artificielle, et en fait ça marche pas mal parce que donc on a souhaité à la fois que ça reste à une taille qui soit acceptable, donc c'est difficile d'adresser vraiment une large audience, mais et ça fonctionne de façon avec une logique de co-construction, où donc ils n'ont pas de difficulté à trouver des personnes qui viennent exposer des sujets et qui parlent de problématiques liées à l'évaluation. Alors, on continue la réflexion sur comment associer nos propres évaluations. Donc maintenant, dans ce réseau-là, on a aussi identifié une personne qui fera partie aussi de nos comités d'accompagnement pour avoir aussi cette perspective. On l'a vu ce matin parler justement d'éviter les pratiques importées. Donc c'était le sujet de son atelier. Et puis, il y a d'autres idées qui sont sur la table, qu'on souhaiterait mettre en place. Par exemple, avoir un comité aussi, même plus sur les choix des thématiques, parce qu'on organise une large consultation, mais on voudrait
aussi toucher des expertises locales qui puissent avoir aussi leur mot à dire sur la façon dont on formule des thématiques, des questions d'apprentissage. Et voilà un petit peu. C'est un cheminement en fait. Merci. C'est un cheminement, un long cheminement. Et vous aviez dit dans votre démarche le rôle l'appui que vous attendez des sociétés d'évaluation. Et la question qui se pose quand on parle de communauté d'évaluation ou de communauté de pratique, c'est de se demander quelle est finalement l'articulation entre la communauté de pratique et les associations nationales d'évaluation qui existent déjà, qui ont été mises en place depuis plusieurs années et qui, dans un certain nombre de pays, fonctionnent. Aujourd'hui, dans presque tous nos pays, il y a une association nationale d'évaluation, ou parfois même 2 ou 3 dans un certain nombre de pays, qui font des choses qui ressemblent bien aux besoins que nous sommes en train d'exprimer. Donc la question qui se pose fondamentalement, c'est comment cette nouvelle idée de communauté de pratique, si je peux l'appeler ainsi, s'inscrit dans la démarche de ce que font déjà les associations nationales d'évaluation. Et nous avions la chance d'avoir dans le panel une personne qui a toute la légitimité d'en parler parce qu'il est vice-président du réseau francophone de l'évaluation qui rassemble les associations nationales d'évaluation en Afrique francophone. Il a été président de l'association sénégalaise de l'évaluation, Sénéval. Il est enseignant associé dans plusieurs universités au Sénégal, dont la mienne, le CESAC. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu des évaluateurs émergents. Et donc le Sénéval étant une association qui travaille sur la mise en place de communautés de pratique, notamment communautés de pratique d'évaluateurs émergents, etc. Donc comment vous vivez l'expérience au niveau de Sénéval? Comment est-ce que vous articulez la mise en place des communautés de pratique avec la mission de Sénéval et comment est-ce que vous les percevez dans l'écosystème de l'évaluation au niveau du Sénégal et dans le monde francophone? Merci Edoué. Je voudrais donc saluer les autres panélistes et me réjouir de la qualité de leurs interventions. Je vais rebondir sur la dernière intervention qui illustre de manière parfaite cette quête de renforcement de capacité à travers un certain nombre d'interactions qui sont organisées entre les associations nationales d'évaluation et un certain nombre d'organisations qui apportent leur appui à ces associations nationales pour renforcer les capacités de leurs membres, tant sur le plan individuel, mais également sur le plan professionnel. Alors, disons qu'aujourd'hui, cette rencontre que nous avons aujourd'hui, le Forum international francophone d'évaluation, c'est une illustration parfaite de, disons, cette communauté de pratiques à travers un certain nombre de thématiques autour desquelles les évaluateurs apportent, disons, leur contribution en répondant aux appels à propositions et en participant aux activités, aux différents ateliers, aux panels. Mais c'est des opportunités qui leur sont offertes pour, disons, échanger, partager des connaissances, renforcer leurs capacités, mais également interagir avec d'autres professionnels pour, disons, sensibiliser et apporter leur contribution sur leur quête de savoir, de partage de connaissances, mais également de partage d'expérience. La mise en place et l'animation d'une telle communauté, on peut dire que c'est une stratégie de transfert de connaissances, mais également de développement de compétences, mais qui sont adaptées aux besoins des associations nationales d'évaluation. Il y a eu 2 ou 3 enquêtes qui ont été faites au sein de Sénéval et la demande, disons que la demande la plus importante, c'est le renforcement de capacités.
Et il y a eu beaucoup d'activités que nous organisons au sein de Sénéval et qui mobilisent beaucoup de nos membres. Et soit ce sont des activités régulières de renforcement de capacité, soit ce sont des opportunités que nous offrons à nos membres d'améliorer leurs connaissances et de renforcer leurs capacités en offrant, disons, des formations qui sont payantes. Mais en fait, payantes à des coûts qui sont quand même assez abordables compte tenu du statut de membre ayant adhéré à l'association, mais également étant à jour de leur cotisation. Disons, c'est aussi un critère parce que nous avons constaté que plus nous organisons d'activités de formation et de renforcement de capacité, plus nous enregistrons des adhésions spontanées parce qu'effectivement, nous sentons ce besoin de partage de connaissances. Parce qu'il faut dire aussi que les piliers de cette communauté, c'est en fait le partage d'un domaine commun de connaissances qui est l'évaluation, mais également de manière spécifique des thématiques qui sont propres aux évaluateurs. Aujourd'hui, dans notre association, nous avons des groupes thématiques. Le groupe thématique évaluateur émergent, qui est l'un des groupes thématiques, disons, les plus prometteurs et les plus dynamiques. Nous avons également le groupe thématique évaluation enfance et jeunesse. D'ailleurs, il y a une expérience qui est en train d'être tentée avec Kylian pour monter une comité de pratique, mais d'évaluation centrée sur les enfants et les jeunes. Et le troisième groupe thématique, c'est le groupe thématique équité, égalité et genre. Donc c'est pour dire qu'il y a des thématiques qui constituent des centres d'intérêt communs autour desquels il y a un partage de connaissances, mais également il y a des pratiques que nous cherchons à partager et également de voir dans quelle mesure on pourrait, disons, mieux structurer ces approches. Et disons, ce sont des pratiques autour desquelles il y a un souhait exprimé de poursuivre des rencontres. Par exemple, nous avons participé au bootcamp qui a été organisé par l'OICE, l'Organisation internationale de coopération en évaluation, et nous avons constaté qu'au sortir de ce camp, toujours le besoin d'organiser des rencontres, de partage de connaissances et de partage d'expériences constitue aujourd'hui la demande la plus importante. D'où l'intérêt manifeste de voir nos évaluateurs répondre de manière très importante aux appels à propositions, soit lors des FIFE, soit lors des conférences biannuelles qui sont organisées par l'Association africaine d'évaluation, AFREA. Donc, la demande, elle est très importante d'organiser des rencontres autour desquelles il y a partage de connaissances, partage d'expériences, mais également de cultiver un certain nombre de valeurs que sont, disons, la solidarité, qui sont la réciprocité, mais également, de manière beaucoup plus humble, quels sont les éléments de partage, de solidarité, de réciprocité que l'on pourrait cultiver à travers ces activités de partage de connaissances à travers donc la communauté pratique. Donc, ce sont des réalités que nous vivons au niveau de Sénéval, mais également c'est des réalités que nous constatons au niveau des autres associations nationales d'évaluation. Et c'est lieu de se réjouir de la participation massive des évaluateurs au cours de ces rencontres qui constituent des illustrations parfaites de développer, et de promouvoir et de développer les communautés de pratique autour de thématiques qui constituent des centres d'intérêt pour nos évaluateurs. Merci beaucoup, monsieur Aziz. Donc, en résumé, il y a un certain nombre de besoins qui sont clairement mentionnés par les uns les autres. Le besoin de pouvoir identifier les évaluateurs,
d'avoir des canaux de distribution d'informations qui permettent de mieux atteindre les cibles, d'avoir des sous-groupes ou des expertises thématiques, des expertises locales, de pouvoir mieux les identifier à travers les communautés de pratique. Mais il y a un élément très important qui a été mentionné, c'est que les communautés de pratique peuvent aussi être pensées aujourd'hui comme des plateformes de gestion de connaissances et qui interpellent donc sur l'intégration du numérique dans le travail qui se fait dans la structuration de ces communautés de pratique pour qu'elles soient aussi des lieux où on retrouve des évaluateurs, des évaluations, des rapports d'évaluation, qu'on partage des informations sur ces évaluations. Et l'élément très important qui est ressorti dernièrement dans l'intervention de M. Aziz, c'est le fait que la communauté de pratique, au-delà des questions de concurrence et de compétition entre les évaluateurs, les communautés de pratique peuvent être aussi le lieu de cultiver un certain nombre de valeurs qui peuvent sous-tendre la collaboration comme des valeurs de solidarité, de réciprocité et de partage. Merci beaucoup. Nous avons encore 20 minutes et nous voulons en profiter pour vous donner la parole. On va commencer par... Vous êtes tenu de répondre. C'est d'abord qui peut être évaluateur. Parce que même la rédaction des TDR, j'ai vu que ça demande une expertise très pointue. Il faut des spécialistes. Est-ce qu'il faut avoir des évaluateurs qui, si ça concerne le secteur juridique, il faut prendre un professeur de droit ou bien quelqu'un qui a fait droit. Si ça concerne l'économie, prendre un économiste. Si ça concerne la santé, prendre quelqu'un de la santé. Donc, qui peut... C'est important cette question. Il faut trancher cette question très vite avant d'avancer dans les autres aspects. Il y a aussi une dimension qui a été rappelée par madame, les péripéties liées au marché public pour choisir des évaluateurs. Moi, je serais intéressé, j'y ai réfléchi même avec Aziz, je me suis dit que, vu la maigreur des moyens qu'on nous alloue à chaque fois, au lieu de planifier des évaluations à 40 millions, 50 millions CFA, pour en faire une trentaine, ça fait des milliards, je ne peux pas. Est-ce que je ne vais pas prendre à 2 millions, 3 millions de salaire par mois quelques évaluateurs bien formés et les lancer pour faire mes évaluations? Ça pourrait être moins cher. Donc, communauté de pratique, il nous faudrait trancher toutes ces questions-là parce que moi, je suis dans l'optimisation, je l'ai dit hier, pour essayer de voir, avec les moyens que nous avons, comment on peut faire plus d'évaluations possibles. Donc, il faudrait donc qu'on tranche ces questions-là parce que rien que la rédaction des TDR, ça demande une grande expertise. Il faut un spécialiste, il faut le payer, et ainsi de suite. Et là, ça peut même constituer un domaine d'expertise où les évaluateurs peuvent être mobilisés déjà en amont. Maintenant, si ça concerne des marchés publics, moi, je préfère faire des contrats de prestation, éviter tout ce qui est marché public, prendre des évaluateurs à l'interne, négocier. J'ai été visité par un Sénégalais du Canada qui a fait énormément d'évaluations au Canada, mais je sais que je ne peux pas le payer. Bon, je l'ai laissé partir. Mais si je peux avoir des jeunes qui peuvent être bien formés, de capacité, et que j'utilise pour éviter les marchés, je pourrais le faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il nous faudrait, pour finir, dire qui peut être évaluation et mobiliser tout ce qu'on peut mobiliser pour les renforcements de capacité et maintenant essayer de réfléchir sur comment faire le maximum d'évaluation en utilisant les meilleures ressources humaines. Donc moi, ce sont ces problématiques-là qui sont dans ma tête. J'espère qu'à la suite des débats, j'aurai plus de détails. Merci. Très intéressante. Donc, Louise Picard, je travaille à l'École nationale d'administration publique, responsable du PIFED, le Programme international de formation en évaluation du développement. On a eu pendant plusieurs années une communauté de pratique. Elle existe encore, bien que peu animée à l'heure actuelle, pour une raison bien simple, plus de financement. Donc, on a eu un appui financier pendant longtemps d'Affaires mondiales Canada pour toutes sortes d'activités entourant le PIFED, dont la communauté de pratique. Dans un premier temps, j'offre
toute ma collaboration au ClearFair pour le partage d'expériences, le partage de leçons apprises pour la mise en place de cette communauté de pratique. Il y a beaucoup de potentiel, mais il y a des écueils que nous, on a expérimentés et qui pourraient être très facilement mis à profit pour un meilleur succès, donc pour le lancement de cette communauté de pratique. Un des défis que l'on a rencontrés, je le mentionne, c'est le financement. Un financement, pas que sur, il y a une question de plateforme. Donc, quel choix de plateforme est-ce qu'on doit faire? On peut avoir tendance facilement à se pencher vers les réseaux sociaux. Par contre, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'enjeux en ce qui concerne la confidentialité et la propriété intellectuelle. Il y a aussi l'enjeu du temps à investir pour animer cette communauté de pratique. Les gens, quand ils participent à un événement, que ce soit un PIFED, que ce soit le FIF, que ce soit une journée nationale d'évaluation au Sénégal, ils partent contents habituellement et ils partent avec un certain enthousiasme de vouloir cultiver leur apprentissage, de vouloir maintenir les liens, de vouloir continuer à s'engager dans leur apprentissage. Mais ça s'essouffle un peu avec le temps, donc on voit que cet enthousiasme-là, donc le besoin est exprimé, bien sûr que tout le monde va dire oui, on a besoin de maintenir les liens, on a besoin de rester ensemble, mais après quelques temps, cet intérêt-là s'évapore un peu et puis on voit les gens partir un peu chacun de leur côté. Ce qu'on a vécu au PIFED avec notre communauté de pratique, c'est que c'est devenu une plateforme beaucoup unidirectionnelle. C'est-à-dire que nous, on alimente, on a travaillé très fort pour soulever l'enthousiasme, la participation. Il y a eu quelques succès. Ce n'est pas un échec, évidemment, sinon on ne l'aurait pas fait pendant tout ce temps, mais somme toute, il y a eu beaucoup d'insatisfaction de notre part. On aurait voulu avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et malheureusement, pour toutes sortes de raisons, c'est arrivé comme ça. Donc, je serais très heureuse, en tout cas, Edwin, de poursuivre cette discussion-là, de vous partager qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, quelles ont été pour nous les attentes des participants. C'est sûr que c'est un cercle assez fermé, donc des gens formés à un programme de formation qui ne sont pas toujours constitués d'experts en évaluation. Il y a des gens des Nations Unies, il y a des gens des gouvernements, etc. Donc, peut-être qu'avec un meilleur ciblage pour ce genre de clientèle. Mais voilà, donc je voulais partager un peu ma réflexion par rapport à ça. J'y crois, ceci dit, aux communautés de pratique. Je pense que nous, il y a 10 ans, on était un peu moins encore à l'ère des réseaux sociaux puis de ces liens numériques-là, donc qui nous unit très fortement aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a définitivement quelque chose à mettre en place, tout en tenant compte là, des leçons apprises là, qu'on a pu cueillir au fil des années. Merci. À tous les intervenants pour la qualité des présentations. En fait, d'abord, j'ai une confusion. Parce que quand on parle de communauté d'évaluation, communauté pratique, à travers les échanges, j'ai l'impression que c'est un groupe de personnes qu'on met en place. Donc, je voulais savoir, parce que même dans les échanges, on a même parlé peut-être de concurrence avec les associations d'évaluation. Est-ce que ça veut dire que dans un pays qu'on veut mettre en place une communauté, vraiment c'est pour comprendre, hein, voilà, qu'on veut mettre en place une communauté de pratique, est-ce que c'est une autre association qu'on met des praticiens de l'évaluation, voilà, qui se retrouvent dans un cadre, parce que ça a été dit, et qui échangent? Donc, quelle est la forme juridique? Parce que pour ce que moi je sais et pour les communautés de pratique auxquelles j'ai participé, très souvent, c'est des plateformes digitalisées, comme vous l'avez dit, auxquelles on s'inscrit et il y a des ressources qui sont partagées, Mais la forme où une entité ou bien des personnes qui se réunissent et qui animent, ça, je veux bien comprendre cette forme. Ça, c'est déjà le premier élément. Et puis le deuxième élément, je pense que ça a été abordé par madame, c'est la durabilité de ces communautés. Parce que moi, j'ai été membre de l'AFCOD. Si vous tapez simplement sur Google, tapez AFCOD, vous allez voir que les dernières informations relèvent de 2019. Donc, ça pose déjà un problème. J'ai également été membre de Evalor
et valent fort ouais, de choses qu'on appelle, je crois, c'est dans le domaine de l'agriculture, avec le FIDA, etc. Voilà, mais quand vous avez, au début, quand vous êtes membre, vous recevez beaucoup d'éléments d'échange, où il y a beaucoup d'interactions. Mais après, à un moment donné, ça s'estompe. Donc, qu'est-ce qui fait que ça s'estompe? Parce qu'on est en train d'aller vers ça, mettre en place des communautés de pratiques dans nos pays. Mais avec ces expériences qu'on voit ici et là, on commence, il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup d'enthousiasme autour, mais quelque temps après, ça s'effrite. Est-ce que c'est la mobilité des animateurs? Est-ce que c'est les thématiques qui sont développées sur lesquelles on échange, qui ne sont plus d'actualité? Il faut également qu'on regarde ça. Ensuite, lorsqu'on le fait, ces communautés de pratiques, c'est au sein d'une nation, d'un pays. Est-ce que les animateurs sont uniquement constitués, puisqu'il y a des filtres pour pouvoir adhérer et autres? Est-ce que ça doit être seulement des nationaux, c'est-à-dire des personnes résidentes dans ce pays, ou bien quelqu'un peut être ailleurs et puis faire des contributions? Et comment assurer la cohérence avec les autres plateformes qui existent ailleurs? Parce qu'elle l'a dit également, aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique, il y a beaucoup d'informations qui circulent, quelqu'un peut dire quelque chose, mais dans une autre plateforme, ça peut être le contraire. Comment on assure la qualité de ces informations qui circulent pour assurer le renforcement des capacités qu'on recherche dans le domaine du partage d'expérience? Merci. Mise en place par des associations nationales d'évaluation. Par exemple, dans le cas de Sénéval, autour de la thématique, par exemple, de l'enfance, jeunesse, évaluation axée sur les enfants et la jeunesse. Donc, il y a une volonté de mettre en place une communauté de pratique pour répondre à des préoccupations au développement des compétences dans ces cas-là. Mais les panélistes auront l'occasion de revenir sur les autres questions. Je tenais déjà à préciser ça pour éviter la confusion. Nous prenons... Mais je laisse aux panélistes l'intervention finale. Juste apporter quelques éléments de réponse là, sur tout ce qui vient d'être dit ici. Peut-être d'abord, la vitalité d'une communauté. Moi, je parle d'une expérience parce que j'ai vécu, avant d'aller dans le domaine de l'évaluation, j'ai vécu dans le champ de la gestion de projet avec l'immersion de tous les chapitres de PMI, où est-ce que presque le modèle de PMP, de Project Management Professionnel, et le modèle de PMI repose sur les communautés de pratique. Et c'est un modèle qui est viable, qui est vivant jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu autrement. Il a été conçu sur la base que les communautés de pratique servent à développer et à partager les connaissances qui vont être accréditées pour renouveler l'accréditation PMP. Donc, on peut maintenir notre licence PMP grâce à l'accumul de PDU qui sont les PDU sont le Development Unit, Project Development Unit, ça veut dire ce sont des unités de développement de performance rattachées à chaque personne. C'est ce qui incite tout le monde, y compris les animateurs, parce qu'ils gagnent aussi des PDU, et sinon il faut payer de l'argent pour aller se former et garder ses PDU pour maintenir sa licence. On n'est pas dans ce modèle-là dans la gestion, dans l'évaluation, mais c'est quand même un modèle qui peut être fédéré et qui peut être mis en place par certaines associations pour dire, quelque part, votre participation à ces communautés de pratique peut être reconnue d'une façon ou d'une autre. Il faut juste trouver un modèle comment reconnaître cette participation. Parce qu'il faut voir que les communautés de pratique qui survivent le plus, c'est celles qui sont motivées quelque part par un certain retour d'ascenseur pour les heures de bénévolat qu'on va faire. Ou on va participer à une communauté de pratique parce qu'elle présente beaucoup d'offres d'emploi. Par exemple, ça, on voit que les communautés de pratique qui ouvrent beaucoup de portes aux participants, les gens vont toujours être intéressés à rentrer dedans. Ça, on voit beaucoup ça sur LinkedIn. Il y a certaines... Moi, j'avais même une communauté de pratique sur LinkedIn sur le suivi et évaluation depuis 2007 ou 2008. Et je voyais que la chose qui attire le plus mes participants sur cette communauté et de garder la page très vivante, ce sont la régularité de publication des offres d'emploi ou de contrats pour consultants ou autre chose, ou de formation. Il y a également le matériel, mais ça, ma collègue Louise a insisté, elle l'a quand même souligné.
il y a une certaine propriété intellectuelle, il y a une certaine confidentialité des données et tout ça. Quand on est dans les réseaux sociaux, c'est très difficile de contrôler tout ça. Donc, c'est à déconseiller de mettre son matériel privé ou des choses comme ça sur des réseaux sociaux et après commencer à se plaindre pour ça. À l'ENAP, on n'a pas encore la solution, comme Louise l'a dit. On est vraiment à 100% ouvert à toutes les suggestions et à toute collaboration possible, que ce soit pour la communauté de pratique de PIFED, qui date depuis plusieurs années, qui est plus que 3000 membres là-dedans, ou la jeune communauté de pratique de Takim, le programme en arabe qu'on essaye d'amorcer maintenant, on essaye de le mettre en place. Donc je suis vraiment dans la même réflexion comme vous pour ça. Je voulais juste apporter ces quelques clarifications parce qu'on est dans la même réflexion. Merci beaucoup. Une communauté de pratique n'a pas forcément vocation à durer dans le temps pendant une éternité. C'est la dynamique, elle va s'essouffler aussi du fait de, soit parce qu'on y a répondu et il n'y a plus de sujet à traiter, il me semble, soit aussi parce que ça peut venir de la question de l'animation, ça peut venir de la question des membres. Moi, je ne sais pas si Abdulaziz a évoqué la question de la... Et puis, je ne sais pas si Abdulaziz a évoqué la communauté de pratique, justement, qu'on a développé dans le cadre du RFE. Mais pour le coup, on a défini le périmètre, et là, la question du périmètre, nous, la communauté de pratique des associations nationales, par exemple, elle va concerner les associations nationales membres du RFE, et on va traiter d'un sujet particulier. On ne traite pas de la question de comment on met les évaluations, parce que ce n'est pas l'objet qui a été décidé, c'était plus de créer une communauté de pratique pour partager les retours d'expérience des associations nationales sur, par exemple, comment produire un mémorandum d'évaluation ou développer un plaidoyer en matière d'évaluation, parce que certains de nos membres sont beaucoup plus actifs et offensifs que d'autres sur le sujet. Certaines ne savent pas du tout par quelle boule commencer, alors qu'on a par exemple l'association marocaine d'évaluation qui, elle, en est à son 4e mémorandum d'évaluation. Elle connaît les leviers, elle sait les leviers à mobiliser pour obtenir l'attention des pouvoirs institutionnels marocains. On a organisé des réunions de rencontres de comités de pratique sur, justement, un des thèmes de ce FIF, c'est l'usage des outils d'intelligence artificielle générative. Toutes les associations nationales d'évaluation ne sont pas au même niveau sur ces questions-là. Donc on a organisé un échange sur le sujet. Mais je me permets de le dire, on a pu tenir ces échanges et on va les poursuivre grâce au soutien effectivement de la coopération belge au développement. Donc ça rejoint la question des moyens financiers nécessaires pour faire vivre une communauté. C'est-à-dire qu'il faut une personne, sauf à penser que tout peut se faire de manière bénévole, mais j'ai quelques doutes sur le sujet, ça nécessite quand même d'avoir une personne qui est chargée de l'animation. Ça a été le cas, c'est le cas, vous parliez d'Eval Forward. Eval Forward, il y a eu une animatrice pendant plusieurs années, Renata Miroula. C'est un nouveau coordinateur maintenant qui est en charge, mais la communauté de pratique, elle a évolué, ce n'est plus Eval Forward, c'est Eval Earth, qui regroupe en fait plusieurs plateformes finalement. Donc une communauté de pratique n'a pas vocation à être durable. Elle peut aussi se fondre dans une nouvelle communauté de pratique en fonction de l'évolution des champs de compétences des uns et des autres et des intérêts que vont y trouver les partenaires. Je pense que Eval Forward a été à l'initiative via la FAO, si je ne me trompe pas, le PAM et j'en oublie un, et le FILA. Ils ont réussi à mobiliser et à intéresser d'autres agences onusiennes pour créer Eval Earth. J'ai oublié pourtant, ils sont plusieurs maintenant, j'ai oublié lesquels, le CGIAR et j'en oublie un ou deux autres. Mais on voit que ça veut dire que la communauté de pratique a du sens. Des fois, les publications ou les productions sont assez inégales et incertaines, mais c'est aussi de la responsabilité de chacun, finalement, de faire vivre cette communauté de pratique. La communauté de pratique, c'est comme une association, elle ne vit que par la capacité des personnes qui sont intéressées par celle-ci à apporter de la matière. Si on est tous consommateurs de la communauté de pratique, la communauté de pratique meurt. Donc, qui sont donnés par divers acteurs dans divers pays à diverses
réseaux ou communautés de praticiens. Et je me demandais s'il existait du renforcement de capacité en mode learning by doing. Parce que moi, en tout cas, on est souvent confronté à des gens qui sont très très bien formés, qui ont beaucoup de lignes sur leur CV, mais peut-être pas assez d'expérience. Et finalement, la théorie et la pratique, ça diffère beaucoup. Donc voilà, je trouverais que ce serait, en particulier en évaluation d'impact, voilà, il ne suffit pas de randomiser ou de savoir comment on met en place certaines approches très techniques. Une fois qu'on est sur le terrain, c'est un tout autre regard. Mon deuxième point, je trouve ça très intéressant, en fait, ces communautés de pratique. Et en tant que bureau d'études, on est constamment à la recherche de bons partenaires et, locaux, nationaux, régionaux, sectoriels. Et je ne sais pas s'il existe une plateforme sur laquelle on peut aussi soumettre, en tout cas, des opportunités d'emploi ou de collaboration avec, en effet, et donc ça permet aussi peut-être de se connaître entre bureaux d'études qui répondent à des appels d'offres peut-être d'une autre ampleur, avec d'autres acteurs qui sont plus internationaux, et de pouvoir, voilà, du coup, commencer des collaborations plus pérennes avec certaines personnes ou certains bureaux membres de ces communautés de pratique. Merci. Aussi l'importance des associations dans la constitution des communautés pratiques. L'AME avait lancé les jeudis de l'évaluation. C'était très intéressant pour nous, comme étant en fait des évaluateurs en termes de renforcement de capacité. Mais le problème, c'est que c'est des initiatives qui sont tenues par des bénévoles. Parfois, c'est pas, la limite, elle est très vite atteinte. La nécessité aussi de financement externe. Donc, pour moi, en fait, c'est la gratuité, ou peut-être que c'est ça un petit peu le problème des communautés de pratique. À titre d'exemple, il y a d'autres domaines. Personnellement, je suis membre de communautés de pratique d'entrepreneurs qui sont payantes. Et ça motive, c'est des communautés qui sont vivantes et qui sont très... Voilà, il y a une contrepartie, mais il y a aussi un gain de chacun des membres de la communauté aussi. Donc peut-être sortir un petit peu des sentiers battus. Les réseaux à distance, ils ont des limites. Peut-être, je plaide aussi pour une communauté de pratique présentielle au niveau national. Et aussi de revoir le modèle classique de gratuité, de unilatéral d'une communauté bénévole qui s'investit fortement, mais finalement qui s'épuise rapidement. Voilà, merci. Excellent. Structurer les communautés de pratique. Il y a un certain nombre de questions qui restent non encore répondues. D'ailleurs, la question principale de qui peut être évaluateur, finalement, qui peut être membre de communauté de pratique, comment optimiser l'utilisation des ressources pour faire davantage d'évaluation, quelle plateforme utiliser ou comment structurer ces plateformes. Ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure, l'élément qui a été dit tout à l'heure sur, oui, plateforme avec activité virtuelle, oui, mais aussi il faut avoir du présentiel pour pouvoir souder les liens. Comment maintenir le souffle, l'élan qui est entretenu par les communautés de pratique, comment rendre ça un espace de contribution qui ne soit pas unidirectionnel. Quel ciblage il faut faire pour les communautés de pratique. La question de la durabilité à laquelle Jean-Marie a apporté des réponses pour dire que finalement, on n'est pas obligé que ça soit éternel. La communauté de pratique peut être de courte durée. Donc, un ensemble de questions qui ont été posées aux panélistes. Je vais leur laisser la parole en leur donnant chacun 2 minutes au maximum pour essayer de répondre au maximum aux questions pour nous permettre de tenir dans les délais. Je vais commencer par M. Ndia. Comme vous l'avez dit, la communauté de pratique, véritablement, c'est de faire en sorte qu'elle soit vivante. Mais pour ce faire aussi, ça nécessite qu'on puisse avoir, c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui l'exercent dans le bénévolat, mais la question qui a été posée, c'est vraiment dans la durabilité. Et donc, c'est vraiment de voir, je n'ai pas vraiment de solution, mais de voir comment maintenir ces différentes communautés afin qu'elles puissent aider à tous ceux qui promeuvent
l'évaluation et comment faire en sorte qu'on puisse vraiment pérenniser les actions et les méthodes évaluatives et tout ça. Je n'ai pas vraiment de solution à proposer, mais je pense que la question du financement est un élément important dont il va falloir vraiment discuter pour qu'effectivement on puisse voir ensemble quels sont les moyens qu'on mettrait à disposition pour pérenniser une telle action, notamment la mise en place d'une communauté de pratique. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci. Écoutez, je pense que c'est que quelques réflexions, parce qu'il n'y a pas forcément des réponses qu'on peut apporter nous à notre niveau. Merci M. Canet pour avoir illustré la réalité spécifique à Sénéval et au Sénégal en général. Je note bien cet engouement, ce besoin d'opportunités d'échange, de renforcement de capacité. Je pense que c'est très important pour nous en centrale, mais aussi pour les ambassades de le savoir, le conscientiser, parce que via ne serait-ce que des petites subventions parfois, il y aurait peut-être moyen effectivement de combiner deux dimensions, la dimension vraiment réflexion à l'échelle d'un projet, mais aussi une collaboration plus structurée avec une association nationale d'évaluation qui peut fournir non seulement des évaluateurs potentiels, mais aussi des évaluateurs qui renforcent leurs capacités autour de thématiques, autour de méthodes. Ça vaut au Sénégal, mais ça peut valoir ailleurs. Je rejoins beaucoup Jean-Marie, qui est parti entre-temps, sur peut-être, oui, petit conseil, en réalité, tirer d'autres expériences, pas nécessairement des COP évaluation, mais l'animation de communauté, effectivement, doit reposer sur un besoin, une solution qu'on cherche à trouver collectivement. Et donc le fait de se donner, pas nécessairement un temps donné spécifique de manière un peu trop programmatique, mais bien se concentrer sur une thématique de manière assez réaliste, peut-être juste un fil rouge annuel, mais quelque chose qui donne de la vision à ceux qui se mobilisent. Parce qu'entre autres, dans une COP, on n'est pas forcément nécessairement tous mobilisés au même niveau toute l'année. C'est aussi la géométrie variable qui fait qu'on peut durer plus longtemps. Quand cette année-là, on est complètement noyé, et puis en plus le fil rouge nous intéresse un peu moins, l'année suivante, on est peut-être force de proposition et on est complètement embarqué sur la suite. Donc c'est la réflexion que je voulais faire, et je voulais en rajouter une que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que en tant que bailleur étranger, je pense qu'il faut qu'on se pose aussi la question de nous, comment est-ce qu'on peut venir alimenter des COP ou des associations nationales. Et donc c'est vraiment une vraie question en réalité ouverte. Donc n'hésitez pas à aussi formuler des possibles ponts, perspectives de collaboration. Alors moi, tout à l'heure, Jean-Marie a évoqué les initiatives qui avaient été prises par RFE dans le cadre du partenariat que nous avons eu avec la coopération belge de développement, qui nous a offert l'opportunité d'organiser effectivement des communautés de pratique, mais sur des thématiques précises qui constituent des préoccupations des associations nationales. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les communautés de pratique ne sont pas appelées à... Le problème de la durabilité, c'est une question qui ne s'est pas posée, parce que nous estimons que c'est des opportunités que nous saisissons pour partager des préoccupations qui sont communes aux associations nationales ou bien aux membres d'une association nationale. Nous avons organisé par exemple un webinaire sur une question relative à une communauté de pratique. C'était sur la mise en œuvre de la dynamique de la territorialisation des politiques publiques. C'était une opportunité qui avait été offerte, mais je pense qu'il y a eu un engouement extraordinaire, et ça a été une occasion pour soulever des questions qui sont relatives à le rôle des collectivités territoriales dans la formulation des politiques publiques et la mise en œuvre de ces politiques publiques en retour au niveau des collectivités territoriales, selon cette démarche de bottom-up, ensuite top-down. Merci beaucoup. Donc, c'est une question qui effectivement a soulevé un intérêt extrêmement important.
Donc, c'est effectivement à géométrie variable, mais le souhait des associations nationales pour obtenir des opportunités pour renforcer leurs capacités avec le soutien d'un certain nombre de partenaires, ça c'est un terreau fertile sur lequel vous trouverez toujours une demande qui est extrêmement importante et nous sommes disposés à effectivement entrer en relation avec, les institutions qui souhaiteraient nous apporter leur concours. Sur la question de Monsieur le ministre tout à l'heure concernant la question qui est évaluateur, nous avions ouvert un chantier il y a quelques années sur la cartographie des métiers de l'évaluation. Effectivement, rédiger des thèmes de référence, je me rappelle Feu Marie Gervais, qui les évaluateurs émergents doivent rendre un hommage pour le rôle particulièrement important qu'elle a eu à jouer. Marie Gervais avait organisé un atelier lors de son année sabbatique au CESAC sur la rédaction des thèmes de référence. Eh bien, il y a eu des études de cas sur 3 ou 4 thèmes de référence qui avaient été proposés par des commanditaires, mais il y en avait, comme on dit, à boire et à manger. Il n'y a pas de canevas précis. C'est la même chose pour les communautés de pratique. La thématique, c'est comment structurer, n'est-ce pas, les communautés de pratique. Donc, il y a encore cette recherche, il n'y a pas de canevas précis. C'est vraiment, comme me disait tout à l'heure Safiatou Diallo, c'est vraiment au feeling. C'est sur la base des préoccupations des uns et des autres que, effectivement, on propose de réfléchir sur une question d'intérêt. Merci. Merci pour les échanges. Et c'est vrai que je m'étais centré sur l'appui avec l'Université d'Anvers, mais on commence aussi cette collaboration avec le RFE, comme je disais, pour développer le côté plus francophone aussi. Et donc l'échange aussi peut aider à identifier comment est-ce qu'on va orienter les choses dans les prochains partenariats avec le RFE. Peut-être sur la question de qui peut être évaluateur, pour moi, le point commun, c'est de s'intéresser en fait aux effets d'une politique publique. Et donc, derrière ça, il faut une compréhension de comment on parvient à mesurer les effets, à apprécier les effets des interventions d'une politique publique. Je ne pense pas qu'il faille avoir, je veux dire, on peut être économiste, on peut avoir des gens qui ont fait... qui sont ingénieurs, géographes, sociologues. Pour moi, il peut y avoir différents types de formations. Ce qui est intéressant, c'est le regard pluridisciplinaire, mais il faut qu'il y ait nécessairement une personne qui sache ce que c'est une évaluation et qui sache être orientée en fait sur cette question clé en fait, qui est quels sont les effets d'une politique publique. Et c'est ça qui nous rassemble finalement en tant que communauté. Alors je suis d'accord avec le fait aussi que les communautés de pratique ne sont pas vouées à nécessairement durer dans le temps. C'est autour d'un besoin. Et c'est comme tout réseau parfois d'alumni qui ont suivi une formation. À un moment donné, ils peuvent être intéressés de revenir sur une thématique particulière, et puis à d'autres moments de vivre leur vie par ailleurs. Voilà, mais c'est vrai qu'on a souligné l'importance de structures qui peut les appuyer, et effectivement les réseaux nationaux d'évaluation dépendent beaucoup de personnes bénévoles. Donc en Belgique, on avait la Société Wallonne d'évaluation et prospective qui à un moment s'est essoufflée. Et donc maintenant on essaye d'ailleurs de relancer une dynamique pour recréer un réseau en évaluation, mais on doit en fait tout reconstruire quelque part parce qu'une fois
que le réseau s'est arrêté, il faut redémarrer toute une dynamique, repenser, recréer des statuts, etc. quoi. Autre chose à ajouter, moi je suis surtout vraiment ravi d'avoir appris énormément et beaucoup de réflexions sur du coup la mise en œuvre des comités de pratique et sur tous les enjeux qui y sont liés. Je suis très sensible au fait qu'il y ait par exemple l'aspect présentiel des comités de pratique, le fait que ça me paraît assez important pour, en tout cas au niveau de, par exemple si on pense la Côte d'Ivoire, sur le fait à des moments d'avoir des moments clés qui soient assez... qui permettent de mettre les gens ensemble et de vraiment pouvoir discuter d'un sujet en particulier et que ça n'a pas forcément vocation à être tout le temps, voilà, c'est pas forcément un blog, quoi, une communauté de pratique. Même si évidemment plus les personnes qui participent sont motivées et partagent des informations, plus ça fonctionnera. Sur la question sur la question de l'évaluateur, je pense qu'il y avait, c'était un mot qui était très proche, mais c'était le fait qu'il y a quand même beaucoup une posture aussi, en tout cas d'un point de vue, il y a entre les praticiens d'évaluation qui sont les consultants qui vont mettre en évaluation et les commanditaires qui vont faire les TDR, il y a beaucoup le côté posture de vouloir comprendre les effets et d'avoir une analyse sur les effets. Mais en revanche, je pense que sur le fait de développer des TDR et être commanditaire de l'évaluation, c'est quand même beaucoup des choses qui se font au niveau, en interne, quoi. Je pense que c'est difficile d'échapper et d'avoir à ce positionnement. En fait, déjà, je pense qu'il est tard, donc Infiniment, je suis aussi à la suite des panélistes très très reconnaissant pour les discussions qu'on a eues, parce que nous en avons appris beaucoup dans la réflexion sur la mise en place de ces communautés de pratique. Un élément très important sur lequel j'aimerais quand même qu'on parte, c'est la réflexion autour de comment créer les incitations nécessaires pour faire animer les communautés de pratique. Il y a la question de est-ce qu'il faut les rendre payantes ou rester toujours dans la dynamique du bénévolat. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. En les rendant peut-être payantes, ça pourrait peut-être donner plus de moyens pour résoudre les problèmes de financement et donner aussi plus d'activités qui suscitent l'intérêt des membres. La question de en faire un espace où on trouve de l'intérêt, où il y a des offres d'emploi, où il y a peut-être des possibilités d'apprentissage, donc de learning by doing, etc., qui pourraient susciter justement la participation des autres, des uns et des autres, et aussi bien délimiter les périmètres pour que ça puisse cibler des besoins précis et que la communauté de pratique soit en fait, même si c'est temporaire, une solution ponctuelle ou dans une période de temps donnée à un problème qui a été identifié au sein d'une association nationale ou pour répondre à des préoccupations des commanditaires ou des ministères qui ont des responsabilités vis-à-vis de l'évaluation. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous pour ces généreuses contributions. Et je pense que nous allons poursuivre ces échanges jusqu'à la mise en place et la consolidation de nos communautés de pratique. Je tiens à rendre aussi hommage à tous les panélistes qui ont été très généreux dans les contributions et je vous prie de les applaudir, s'il vous plaît.